au moment où Antoine Delacroix a déclaré « Ce projet entier ne prendrait que la moitié du temps si mon fils le gérait », la salle de réunion est devenue si silencieuse que je pouvais entendre mon pouls battre dans mes tempes. J'étais assise au bout de la table en bois verni, la seule femme du côté des opérations lors de ce conseil d'administration, et toutes les têtes se sont subtilement tournées vers moi. Il faisait comme si c'était une remarque neutre, mais ce n'en était pas une, c'était un tir délibéré, exécuté avec une précision parfaite. Étienne Mercier, le fondateur du groupe Ventu, s'est adossé à son fauteuil sans sourciller, tandis que les membres du conseil attendaient sa réaction comme on attend le verdict d'un juge, mais il est resté silencieux. Pas encore. Antoine a croisé les mains, les yeux rivés sur moi, et a continué en disant que Lucas comprenait le rythme exigé par nos clients alors que l'approche de Camille était trop méthodique, sa voix s'attardant sur ce dernier mot comme s'il s'agissait d'un défaut impardonnable. Lucas Delacroix était assis 2 chaises plus loin, dans un costume sur mesure impeccable, affichant une mâchoire travaillée et ce genre de sourire suffisant qui ne pousse que sur le visage de ceux qui n'ont jamais rien eu à gagner à la sueur de leur front, et lorsque nos regards se sont croisés. Il a haussé un sourcil comme s'il prédisait déjà ma sortie. Je sentais la lettre de démission dans mon carnet bien avant de la toucher, je l'avais imprimée la veille, non pas parce que je voulais partir, mais parce que je comprenais le terrain miné sur lequel je me tenais. Car Antoine complotait depuis des semaines et le jugement dans sa voix ne faisait que le confirmer. Je me suis levé lentement et j'ai dit d'un ton calme, « Si vous voulez que votre fils s'en charge, alors ceci vous appartient », en posant la lettre pliée sur la table. Le sourire de Lucas s'est élargi, tranchant et triomphant, et il a murmuré que le vieux lion avait enfin parlé. « Très bien », a dit Antoine d'une voix froide et illisible, « donnez le projet à son fils », et il a expiré comme s'il venait de remporter une victoire tandis que Lucas se redressait sur sa chaise. C'est alors qu'Étienne a tourné son regard vers moi et a dit, « Camille, retrouvez-moi dans 10 minutes et apportez cette lettre de démission avec vous », son ton ne révélant ni colère ni sympathie, absolument rien du tout, et d'une certaine manière, c'était pire. Je suis sorti de la salle de conseil avec la lettre à la main et la certitude troublante que ce qui m'attendait derrière la porte close d'Étienne Mercier changerait bien plus que l'intitulé de mon poste. Lorsque j'ai déménagé à Paris il y a 10 ans, je n'avais jamais imaginé que je finirais assise dans des salles de conseil où l'ambition de quelqu'un d'autre déciderait de la valeur de mon travail. J'étais arrivé avec une seule valise, un ordinateur portable d'occasion et la conviction obstinée que si je travaillais assez dur, je pourrais bâtir une vie stable, et le groupe Ventu était censé faire partie de cette stabilité. Au cours de mes premières années là-bas, Antoine Delacroix me remarquait à peine, m'offrant un signe de tête sec s'il me croisait dans le couloir de la Défense, et à l'époque, son indifférence était plus facile à digérer que ce qui a suivi. « Camille, tu sais toujours quel incendie éteindre en premier », m'avait dit un jour mon ancienne directrice, Valérie Morel, et je savais qu'elle le pensait vraiment. Pendant la pandémie, lorsque tous les systèmes ont flanché en même temps, j'ai passé des journées de 14 heures à recoudre des flux de travail qui ont maintenu en vie 2 contrats défaillants, et alors que Valérie m'appelait son encre, Antoine appelait cela de la chance. Ce qui fut la première fois que j'ai réalisé que nous vivions dans des réalités complètement différentes. Lucas est entré dans l'entreprise peu après, introduit par Antoine lors d'une réunion du personnel avec une main fière sur son épaule en parlant de regard neuf, me regardant droit dans les yeux comme si la jeunesse seule pouvait remplacer l'expérience. Lucas m'a serré la main avec un sourire répété et m'a dit qu'il avait entendu dire que mon travail opérationnel était stable, et la pause avant le dernier mot m'a tout dit. Il n'a pas fallu longtemps pour que les changements subtils commencent, une réunion qui aurait dû m'inclure ne nécessitait soudainement plus les opérations, un rapport que j'avais rédigé revenait avec des sections entières modifiées pour supprimer mon nom. Et les données que j'avais vérifiées étaient changées avant d'atteindre le conseil, adoucissant les erreurs de Lucas et effaçant mes corrections. Quand j'en ai parlé à mon équipe, Julien a baissé la voix pour me dire qu'il le voyait mais qu'il ne pouvait pas riposter car nous savions comment Antoine fonctionnait. Je le savais, et je sentais le sol commencer à s'incliner sous mes pieds bien avant qu'Antoine n'essaie de m'évincer complètement, la seule chose que j'ignorais alors était quand il avait décidé que se débarrasser de moi valait la peine de risquer toute l'entreprise. Lucas Delacroix est entré au groupe Ventu comme si le bâtiment avait été conçu pour lui, avec le sourire poli de quelqu'un qui n'a jamais entendu le mot au nom, un diplôme d'une grande école coûteuse et un nom de famille qui ouvrait les portes plus vite que n'importe quel CV. Sa poignée de main était ferme, exercée et vide, et lorsqu'il m'a dit au cours de sa première semaine qu'il avait hâte d'apprendre de moi, la façon dont il l'a dit indiquait clairement qu'il considérait cet apprentissage comme facultatif. Le changement a commencé calmement, un rapport que j'avais finalisé est revenu avec les notes de Lucas griffonnées dans les marges disant qu'il ressertait juste le langage, même si ces révisions introduisaient des erreurs que je devais corriger plus tard. Lors d'une réunion d'équipe où je présentais le flux de travail mis à jour,
Lucas m'a coupé la parole pour annoncer qu'il avait déjà présenté cela à l'équipe lundi, et quand la salle a tourné les yeux vers moi et que Julien a ouvert la bouche pour le corriger. J'ai secoué la tête car cela ne valait pas la peine de l'humilier devant tout le monde, pas encore. Quelques jours plus tard, l'une de mes analystes, Manon, m'a attrapé à l'extérieur de la salle de pause pour me chuchoter que Lucas les avait pris à part pour dire que l'entreprise avait besoin d'une pensée plus fraîche et que j'étais stable mais vieille école. J'ai senti la piqûre dans ma gorge, mais j'ai gardé ma voix calme en la remerciant de me l'avoir dit. Plus Lucas poussait, plus Antoine le louait, disant en réunion qu'il voyait l'avenir et que nous ne pouvions pas nous accrocher à des méthodes dépassées, des phrases que les membres du conseil ont commencé à répéter, modernisation, nouvelle énergie de leadership, suppression des poids morts. Leurs yeux dérivant vers moi à chaque fois. J'ai commencé à tout documenter, les emails, les eurodatages, les divergences, les conversations, sans savoir ce dont j'aurais finalement besoin, seulement que le sol bougeait plus vite que je ne pouvais le maintenir stable. Antoine ne me traitait plus comme une employée mais comme un obstacle, et je devais comprendre pourquoi il se sentait assez menacé pour réécrire le récit de l'entreprise. La première mise à jour de performance d'Antoine a atterri dans ma boîte de réception un jeudi matin avec un objet neutre mais un contenu qui ne l'était pas, mon nom n'apparaissant qu'une seule fois dans une petite puce au bas de la page mentionnant le soutien opérationnel fourni selon les besoins. J'ai fixé l'écran un long moment avant de le transférer à mon équipe, et Julien a répondu presque immédiatement en demandant où étaient les métriques d'atténuation des risques et le travail de sauvetage sur les 2 contrats, ce à quoi j'ai répondu aux demandes à Antoine. Sachant pertinemment qu'il ne le ferait pas. Lors de la réunion de direction suivante, Antoine a projeté le rapport mis à jour sur l'écran en tapotant la diapositive et en expliquant que les inefficacités du processus provenaient de flux de travail obsolètes. Affirmant que les méthodes de Camille fonctionnaient il y a des années mais que le volume exigeait maintenant une approche différente. J'ai gardé les yeux sur la table, sachant que le flux de travail obsolète était un code pour tout ce que j'avais construit. Lucas s'est penché en avant avec une fausse modestie pour dire qu'il testait un nouveau pipeline et qu'avec assez de soutien, il pourrait gagner des semaines sur la livraison. Hélène Roussel, l'une des membres du conseil, a hoché la tête en disant que la vitesse était ce qui importait maintenant. Alors j'ai parlé calmement mais fermement pour rappeler que la vitesse sans précision nous mettait en danger et que plusieurs étapes supprimées par Lucas étaient requises dans le contrat client. Le sourire d'Antoine s'est crispé lorsqu'il a répliqué que les contrats pouvaient être renégociés, ce à quoi j'ai répondu qu'il le pouvait, mais pas sans divulguer les changements opérationnels. Pendant un instant, la salle a retenu son souffle, puis un autre membre du conseil est intervenu, faisant écho à la formulation antérieure d'Antoine, disant que nous avions besoin de modernisation et non de résistance. C'était là, l'écho que je craignais, car les mots ne voyagent pas aussi loin à moins d'avoir été plantés. À travers tout cela, Étienne Mercier était assis en bout de table, les mains croisées, l'expression illisible, ne marquant ni accord ni désaccord, il observait simplement. À la fin de la réunion, les dégâts étaient clairs, le conseil n'avait pas seulement entendu Antoine, il l'avait cru, et le silence d'Étienne signifiait qu'il voyait exactement ce qui se passait mais choisissait de ne pas intervenir pour l'instant. J'ai quitté la pièce en me demandant à quoi servait ce silence et pourquoi il voulait voir jusqu'où Antoine irait. La porte du bureau d'Étienne Mercier était déjà ouverte quand je me suis approché, ma lettre de démission à la main, et il ne m'a pas fait signe de m'asseoir, il m'a simplement regardé avec une expression impossible à lire avant de me dire de fermer la porte. Je l'ai fait, mes paumes étaient moites, la lettre chaude d'avoir été tenue si fermement, et il a hoché la tête vers elle en demandant d'une voix égale, presque curieuse, si j'avais apporté cela ce matin. J'ai répondu par l'affirmative et j'ai soutenu son regard en expliquant qu'Antoine dégageait la voie pour Lucas depuis des mois, qu'aujourd'hui n'était pas spontané et que si je restais silencieuse plus longtemps, je deviendrais l'excuse dont ils avaient besoin pour démanteler le projet. Étienne m'a étudié attentivement et m'a demandé ce que je pensais que Lucas ne pouvait pas gérer, et je n'ai pas adouci la vérité, les dépendances, les couches contractuelles, les structures de risque que j'avais négociées pendant la pandémie. Des flux de travail qui n'avaient de sens que parce qu'ils avaient été construits avec les priorités du client à l'esprit, et que si l'on supprimait le mauvais, tout s'effondrait. Il a expiré lentement en disant qu'il s'en doutait, et quand mon pouls a bondi en demandant de quoi il se doutait, il a révélé qu'il soupçonnait Antoine de falsifier les données de progression, de passer sous silence les erreurs de Lucas et de présenter des métriques sélectives. Car les chiffres ne s'alignaient pas, mais il avait besoin de confirmation. J'ai retenu mon souffle lorsqu'il a dit « Et maintenant vous l'avez », ses yeux devenant plus perçants. Il a ouvert un tiroir et a fait glisser une carte de visite vers moi, Rive Nord Analytics, l'un de nos partenaires les plus critiques. J'ai froncé les sourcils en demandant s'ils voulaient que je travaille pour eux,
et il a répondu qu'il me voulait là où Antoine ne pouvait pas me manipuler ni manipuler le résultat, ajoutant que s'il acceptait ma démission, c'était parce que mon travail était trop important pour être enterré sous sa politique. La carte semblait plus lourde que du papier, car la décision d'Étienne n'était pas un licenciement mais un mouvement sur un échiquier sur lequel je n'avais pas réalisé que nous nous trouvions tous les deux. Et je devais comprendre pourquoi il me voulait hors de l'entreprise avant que les conséquences ne frappent. Rive Nord Analytics m'a accueilli avec des sourires polis et une pile de documents plus haute que mon avant-bras, mon contrat à court terme étant présenté comme un examen opérationnel neutre, mais la façon dont leur directrice, Diane Chevalier, me regardait raconter une autre histoire. Nous apprécions que vous interveniez, a dit Diane en me tendant le premier classeur, les rapports de Ventu ne correspondent pas à nos projections depuis des mois et Étienne a dit que vous étiez la seule personne capable de clarifier les écarts, la seule personne. Ces mots ont serré quelque chose dans ma poitrine alors que je m'asseyais à une petite table près du bureau de Diane pour ouvrir le dossier supérieur. La première page montrait une chronologie où je reconnaissais mon flux de travail original de Ventu, mais les pages suivantes étaient fausses, des étapes supprimées, des jalons renommés, des chiffres lissés en modèles étrangement nets. J'ai signalé une ligne et appelé Diane pour lui demander d'où cela venait, et elle a répondu qu'Antoine l'avait envoyé en disant que l'équipe des opérations avait approuvé les ajustements. J'ai gardé ma voix stable en affirmant que je n'avais jamais approuvé tout cela, et quand elle a froncé les sourcils en demandant pourquoi son rapport prétendait que j'avais rationalisé ces processus, je savais que c'était parce qu'il avait besoin que Lucas ressemble à un faiseur de miracles. Mais je ne l'ai pas encore dit. 2 heures plus tard, Diane est revenue avec un autre dossier me demandant de regarder les journaux de données qui ne correspondaient pas à mes dépendances d'origine, et elle avait raison. Car les journaux horodatés comme étant des percées d'efficacité de Lucas étaient identiques aux brouillons de risque que j'avais rédigés des mois plus tôt, des brouillons que je n'avais jamais publiés. J'ai appelé Julien chez Ventu pour demander si Antoine avait accédé à mes fichiers archivés, et il a hésité avant d'admettre qu'Antoine avait demandé des dérogations d'identification prétextant un audit du conseil. En raccrochant, mes mains tremblaient car les documents de Rive Nord ne révélaient pas un malentendu mais un modèle. Antoine n'avait pas seulement modifié des rapports, il avait réécrit la vérité brique par brique pour cacher quelque chose de plus profond. Quelque chose d'assez dangereux pour risquer de déstabiliser l'entreprise même qu'il prétendait protéger. Au 3e jour chez Rive Nord, les dossiers ont cessé de chuchoter pour se mettre à hurler, chaque document pointant vers le même architecte, Antoine Delacroix. J'ai étalé 3 rapports côte à côte sur la tablée, alors que Diane planait derrière moi, j'ai tracé une ligne avec mon doigt en expliquant que cette projection était construite sur le débit soi-disant amélioré de Lucas. Mais Diane a tapoté la 2e page en notant que le journal montrait la série d'erreurs originales. Je l'ai corrigé en disant que c'était mon brouillon préliminaire, que Lucas l'avait copié et changé les horodatages, assez pour faire passer l'incompétence pour du génie. Le fichier suivant était pire, contenant des réallocations budgétaires que je n'avais jamais autorisées, des dizaines de milliers d'euros transférés vers le projet pilote de Lucas, et à la dernière page, Antoine avait écrit que les économies provenaient de mon département, ce qui était impossible. La voix de Diane a baissé lorsqu'elle a réalisé que c'était intentionnel, qu'il avait gonflé les indicateurs de performance de Lucas et enterré chaque erreur sous mon nom avec l'approbation d'Antoine. Diane est sortie et est revenue avec Marc, le responsable de la conformité, qui a dit que le système avait signalé des incohérences et que mes conclusions avaient déclenché un audit automatique. Je n'ai pas célébré, je lui ai simplement tendu le dossier en disant que c'était les divergences et qu'il devait les utiliser selon le protocole. Il a scanné les pages, a sifflé bas en constatant que ce n'était pas de la négligence mais de la manipulation délibérée, et je lui ai dit de l'envoyer à Étienne Mercier et au conseil pour qu'il le voie exactement tel quel. Marc a hoché la tête en confirmant qu'il le ferait aujourd'hui. En fin d'après-midi, le dossier d'audit officiel de Rive Nord était déjà en route vers le groupe Ventu, complet avec signature, horodatage et confirmation que les fichiers modifiés provenaient de l'autorité d'Antoine. La façade qu'il avait construite diapositive par diapositive s'effondrait sous son propre poids, et Antoine allait devoir affronter la vérité qu'il avait enterrée. La réunion d'urgence a eu lieu moins de 24 heures après l'envoi de l'audit par Rive Nord, et bien que je n'ai pas été invité, Julien m'a appelé dès qu'il est sorti de la salle de conseil en chuchotant que c'était un désastre. Je pouvais entendre des voix derrière lui, fortes et frénétiques, craquant sous la pression, puis la voix d'Étienne a coupé à travers, stable et froide, demandant à Antoine d'expliquer les divergences. Il y a eu un bruissement, un bégaiement, puis la réponse étrange d'Antoine disant que ces journaux avaient été sortis de leur contexte, mais Étienne n'a pas faibli, rétorquant que Rive Nord avait tracé les fichiers jusqu'à son autorisation et que ce n'était pas du contexte mais du contrôle. Hélène Roussel du conseil a suivi, aiguisant le coup en disant qu'il les avait induits en erreur pendant des mois.
Lucas a essayé d'intervenir en disant que son père n'avait induit personne en erreur et que les données étaient mal interprétées, mais Étienne lui a ordonné de s'asseoir sans colère mais avec commandement. Déclarant que son flux de travail révisé s'était effondré à la minute où Camille était partie et que l'audit montrait qu'il avait supprimé des étapes requises d'un contrat sous surveillance fédérale. Le souffle de Lucas s'est bloqué, il a dit qu'elle aurait pu aider si elle n'avait pas démissionné, mais Hélène l'a coupé en disant qu'elle avait démissionné parce qu'il l'avait poussée dehors. Julien m'a chuchoté que j'aurais dû voir leur visage. Un autre membre du conseil a alors annoncé que Lucas se retirait de toute autorité de projet avec effet immédiat, et quand Lucas a bafouillé qu'il ne pouvait pas faire ça, Étienne l'a ignoré en ajoutant qu'Antoine Delacroix était mis à pied en attente d'une enquête complète. La salle est tombée dans un long silence lourd que je pouvais presque sentir à travers le téléphone, des fortunes qui basculent, des réputations qui se brisent comme du verre, puis Hélène a dit quelque chose que je n'attendais pas, nous devons des excuses à Camille Laurent. Julien a expiré, disant qu'ils avaient tous hoché la tête, même Étienne. J'ai pressé ma main sur ma poitrine pour m'ancrer et j'ai dit c'est noté avant de mettre fin à l'appel pour ne pas laisser l'émotion déborder. La justice se déroulait enfin, mais je ne savais toujours pas ce que cela signifiait pour moi. Étienne a choisi un petit café près de la Seine, loin des murs de verre de Ventoux et des salles de conférence stériles, et quand je suis entré, il était déjà assis devant une tasse de café intacte. Il m'a fait signe de m'asseoir, ce que j'ai fait en gardant une posture stable même si mes nerfs vibraient sous ma peau. Il a croisé les mains et m'a dit que j'avais géré cela avec une discipline remarquable, ce à quoi j'ai répondu que j'avais simplement géré la vérité. Il a dit doucement que c'était exactement ce dont il avait besoin que je fasse. J'ai froncé les sourcils en demandant s'il avait besoin que je quitte Ventoux, et il a répondu qu'il avait besoin que je sois hors de portée d'Antoine, car si j'étais resté, il m'aurait enterré sous assez de fausses pistes pour confondre même le conseil. Et que Rive-Nord était le seul endroit où il ne pouvait pas altérer mon travail. J'ai laissé cela s'installer, réalisant que la démission qui ressemblait à une fin faisait partie d'un plan plus vaste. Étienne s'est penché en avant pour dire que la précision avait toujours été ma force, que je ne gonflais pas les chiffres, que je ne chassais pas la politique, que je travaillais simplement dans la vérité et que c'était rare. Il a posé un dossier sur la table en expliquant que c'était un contrat indépendant à long terme, que je serais consultante pour Rive-Nord et pour lui directement, non pas comme employé mais comme partenaire. Le mot a atterri comme un pouls régulier dans ma poitrine. Partenaire ? Ai-je répété. Étienne a hoché la tête en disant que je dirigerais l'architecture opérationnelle pour les intercompétences débutant le trimestre prochain, sans sabotage interne, sans interférence politique, avec une autonomie totale. J'ai inspiré lentement, laissant le poids de la proposition s'installer, pas un retour, pas une seconde chance au sein de Ventoux, mais quelque chose d'entièrement différent qui ne m'obligeait pas à rétrécir pour survivre. J'ai dit que je passerais le contrat en revue ce soir, et Étienne s'est autorisé le moindre sourire en me disant de prendre mon temps car c'était mon avenir à choisir. En quittant le café, j'ai réalisé que la vindicte que j'avais imaginée, celle de retourner chez Ventoux victorieuse, était trop petite pour la vie qui s'ouvrait devant moi. J'ai signé le contrat de consultant avec Rive-Nord un mardi matin calme, sans cérémonie, sans poignée de main au-delà du sourire chaleureux de Diane, et la signature ressemblait moins à une clôture qu'à de l'oxygène atteignant enfin une partie de moi que j'avais affamé trop longtemps. Plus tard cet après-midi-là, alors que j'examinais la première phase de l'initiative d'Étienne, Julien a appelé d'une voix stable que je n'avais pas entendue depuis des semaines pour me dire que c'était officiel. Que la mise à pied d'Antoine était devenue un licenciement complet et que Lucas était dehors aussi, car les rapports falsifiés suffisaient pour annuler tout recours. J'ai expiré lentement en disant que c'était leur œuvre, pas la mienne, et Julien a répondu que tout le monde le savait, ajoutant que l'entreprise se restructurait, que la conformité réécrivait la moitié des politiques et que les gens disaient que ce n'était pas ma démission qui avait brisé Ventoux. Mais les mensonges à mon sujet. Il a raccroché après avoir promis de rester en contact, et je me suis adossé à ma chaise, laissant les mots s'installer, ne me sentant pour la première fois ni vengé ni en colère, mais libre. Étienne est passé chez Rive-Nord plus tard cette semaine-là, sans frapper, apparaissant simplement dans l'embrasure de la porte avec ce même calme illisible pour me demander si je m'installais bien. J'ai répondu par l'affirmative, et il a ajouté qu'un deuxième contrat plus important suivrait celui-ci et que je le dirigerais. J'ai hoché la tête en disant que j'étais prête. En partant, j'ai réalisé à quel point il était étrange d'être valorisé sans avoir à défendre ma place à la table, je n'avais pas besoin de retourner chez Ventoux pour prouver quoi que ce soit, ni au conseil, ni à ceux qui doutaient de moi. Ni à ceux qui avaient essayé de me remplacer par des raccourcis et des noms de famille. Je suis sorti du bureau dans la lumière de fin d'après-midi, la ville bourdonnant autour de moi,
sachant que je n'avais pas reconstruit ce que Ventu avait pris, mais que j'avais bâti quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui m'appartenait. Et alors qu'ils avaient autrefois compté sur moi en prétendant le contraire, ils allaient maintenant compter sur les systèmes que j'avais créés sans jamais pouvoir m'atteindre.